Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour corriger un examen d'introduction à l'économie. D'accord? Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner un examen d'introduction à l'économie. On va le corriger ensemble et en même temps, je vais vous donner des explications en détail de chaque question et en même temps des petits rappels du cours pour bien comprendre comment on a fait pour trouver la bonne réponse. D'accord? Donc, dans l'examen, comme vous voyez, il y a quatre questions. Première question, comment définir la science économique? Deuxième question, présenter l'apport essentiel de chaque courant à la pensée économique en précisant chronologiquement l'époque de chacun. Troisième question, quelles sont les lois économiques du courant classique? Présenter les explications de chacun. Et quels sont les principes de base du courant classique? Donc, c'est ça les quatre questions. On va commencer avec la première question qui dit comment définir la science économique? Donc, voilà, à titre de rappel, c'est quoi l'économie? Donc, l'économie, c'est une science, bien c'est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant dans la société. D'une part, il s'intéresse aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens et services. Et d'autre part, aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. C'est-à-dire, l'économie, c'est la science qui étudie comment les ressources rares sont employées dans la société. Donc, c'est une définition qui est très simple on va dire à mémoriser ou bien à comprendre que voilà, le jour de l'examen, si c'est demandé à vous de l'écrire, alors c'est très facile à vous de la retenir. D'accord? L'économie s'intéresse d'une part aux opérations essentielles comme la production, la distribution et la consommation des biens et services, et de l'autre part aux institutions, bien tous on va dire les institutions, bien les activités ayant pour objet de faciliter les opérations de distribution, de consommation et de production. Donc la science économique est une discipline qui étudie, ça c'est d'une autre manière, la science économique est une discipline qui étudie la production, la distribution, la consommation des biens et services dans une économie. Il analyse les comportements individuels et les décisions économiques, ainsi que les forces et les structures qui influencent ces décisions et les résultats économiques globaux. D'accord? Donc ça, c'est la définition que vous pouvez écrire le jour de l'examen. Maintenant, on va passer à la deuxième question qui dit présenter l'apport essentiel de chaque courant de la pensée économique en précisant chronologiquement l'époque de chacun. Donc, on doit préciser chaque courant économique par ordre chronologique, c'est-à-dire dans quel siècle a été. Voilà, d'accord? Donc, on va commencer avec les mercantilismes. Donc, les mercantilismes, ce sont à la fois, on va dire, une doctrine et une politique économique mise en place entre le 6e et le 18e siècle, donc influencée par la réforme et la Renaissance. Donc ce courant est marqué par la séparation progressive du pouvoir politique et de l'Église et par une nouvelle façon d'appréhender la richesse. Donc la pensée mercantiliste varie en fonction des pays et des auteurs. Mais l'objectif est toujours d'enrichir le souverain. Le souverain, c'est-à-dire celui qui gouverne comme le roi, bien le président du pays. La richesse étant vue essentiellement sous sa forme monétaire, les États tentent donc d'accumuler un maximum d'or, un des moyens recommandés pour cela, et le commerce extérieur. Il s'agit d'avoir une balance commerciale excédentaire. Enfin, les auteurs mercantilistes pensent que l'État doit intervenir dans l'économie. Par exemple, en réglementant la production, en interdisant les importations et en attribuant des monopoles. Donc c'est ça, on va dire, un point de vue, bien un vue générale de
de- du mercantilisme. Ils disent que l'État doit intervenir dans l'économie. Il favorise les exportations et pas d'importation. D'accord? Voilà. On va passer maintenant, on va dire, au deuxième, c'est les physiocrates. Donc, les physiocrates étaient un groupe d'économistes français actifs au XVIIe siècle qui ont défendu l'idée que la richesse d'un pays dépend de sa production agricole. Donc, les physiocrates, parce qu'à l'époque, on va dire la source principale de richesse, c'était l'agriculture. Donc, pour eux, la source principale de la richesse, c'est l'agriculture. Ils croyaient que l'État devra intervenir le moins possible dans l'économie en laissant les lois du marché s'exercer librement et en abrogeant les tarifs douaniers et les subventions. Les physiocrates ont élaboré une théorie originale de l'économie politique qui a exercé une influence considérable sur les économistes ultérieurs. D'accord? C'est ça les apports de bien la théorie des physiocrates. Par la suite, il y avait l'école classique. L'école classique entre 1776 et 1871, cette école s'intéresse aux lois naturelles qui régissent l'économie et met en avant l'importance du libre-échange et la concurrence pour stimuler la croissance économique. Donc, parmi les grands apports de l'école classique, ils disent qu'il faut que l'État n'intervient pas dans l'économie, il faut laisser les marchés libres, tout simplement. D'accord? Par la suite, il y a l'école marxiste. L'école marxiste entre 1867 et 1917. Donc, cette école de pensée économique voit la société divisée en deux classes, en conflit permanent. Les propriétaires qui ont des moyens de production et les travailleurs. Il appelle à la révolution socialiste pour établir un système économique égalitaire. Donc, le système marxiste, ils disent que dans la société, il y a deux classes. Il y a la classe des propriétaires, ceux qui possèdent le capital, l'argent, la terre, et la classe des ouvriers qui possèdent juste leur force de travail. Donc, ils divisent la société en deux classes sociales. Ils défendent bien, comment dire, ils ont toujours pour objectif que tous les membres de la société, ou bien tous les citoyens, doivent être égaux. Comment? Il faut que l'État détienne les moyens de production. Il faut que l'État distribue la richesse d'une manière qui est égale dans l'économie. D'accord? Par la suite, il y a l'école néoclassique entre 1871 et 1914. Cette école se concentre sur l'individu et ses comportements de consommation et de production. Il considère que le marché est le mieux à même de satisfaire les besoins de la société grâce à la concurrence. Donc, l'école néoclassique, c'est presque la même chose de l'école classique, sauf que l'école néoclassique se concentre plus sur l'individu, bien les comportements individuels, soit en termes de consommation pour le consommateur, ou bien en termes de production pour l'entreprise. D'accord? Par la suite, il y a l'école keynésienne, à partir de 1900, exactement 1929, après la crise de 1929. Donc, cette école affirme que l'État peut et doit jouer un rôle actif dans la stabilisation de l'économie en utilisant des politiques budgétaires et monétaires pour stimuler la demande et éviter les récessions. Donc, pour l'apport essentiel de l'école keynésienne, c'est que il faut que l'État intervienne dans l'économie à travers des politiques budgétaires, monétaires et des politiques de relance pour justement relancer l'économie. D'accord? Donc, c'est ça l'idée principale de l'école keynésienne. Ils disent que l'État a un rôle qui est très très important dans l'économie et c'est le contraire de l'école classique qui dit l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. D'accord? Maintenant, on va passer à la troisième question qui dit
Quelles sont les lois économiques du courant classique? Présentez les explications de chacun. Donc, parmi les lois économiques du courant classique, il y a la loi des avantages comparatifs. Donc, c'est une loi qui a été élaborée par David Ricardo, qui est un concept clé de la théorie du commerce international. Donc, il stipule que les pays devraient se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont un avantage comparatif et les échanger avec d'autres pays pour obtenir des biens qu'ils ne peuvent pas produire aussi efficacement. Cette spécialisation permet à chaque pays d'améliorer sa productivité et de maximiser son bien-être économique en évitant de produire des biens à un coût plus élevé que le coût du même bien produit par un autre pays. Donc, tout simplement, l'idée du loi des avantages comparatifs, ils disent que chaque pays doit se spécialiser de produire un produit dont il possède un avantage. Par exemple, on va donner l'exemple du Maroc, le Maroc et l'Espagne, par exemple. Si le Maroc a un avantage de produire, on va dire des légumes et des fruits, s'il a un avantage de produire ça, il va se concentrer uniquement à produire des fruits et légumes et l'échanger avec l'Espagne avec un autre produit. Par exemple, si l'Espagne a un avantage de produire par exemple des voitures, s'il a un avantage de produire des voitures, il peut l'échanger avec le Maroc. L'Espagne va exporter des voitures au Maroc et la même chose, le Maroc va exporter des fruits et légumes à l'Espagne. D'accord? Ça, la théorie des avantages comparatifs. Deuxième loi, c'est la loi de Thomas Malthus, qui est un concept économique qui stipule que la croissance démographique est plus rapide que la croissance et la production alimentaire, ce qui entraîne une surpopulation et une pénurie de ressources. Donc cette théorie, ou bien cette loi-là, dit que la croissance démographique est beaucoup plus élevée que la croissance des ressources. C'est-à-dire que le nombre de la population augmente plus proportionnellement que les ressources euh, possédées dans la Terre. D'accord? Ou bien dans la planète. D'accord? C'est ça la théorie de la loi. Troisième loi, c'est la loi de débouché. Donc, la loi de débouché est un concept économique énoncé par le théoricien britannique John Baptist Say en 1803. Selon cette loi, la production génère automatiquement une demande car les produits créent des revenus pour les producteurs et les consommateurs qui peuvent les utiliser pour acheter d'autres biens et services. La loi de débouché stipule que pour maintenir la croissance économique, la demande doit être suffisamment élevée pour absorber tous les efforts, tous les offres. Donc la loi de débouché dit que la production génère automatiquement une demande. Dès qu'on produit, c'est comme l'offre crée sa propre demande. Dès que l'entreprise offre un produit, dès que l'entreprise produit un produit, il y aura automatiquement une demande. Comment il a expliqué ça? Il a expliqué ça que pour produire un bien, l'entreprise investit, il dépense. Cet investissement, il achète des machines, il paye des ouvriers, il paye beaucoup de charges. Donc, une partie ou bien une grande partie de ces charges-là, il va aux ouvriers, il va aux employés. Donc, si ces ouvriers ou bien si employés ou bien si travailleurs a été rémunérés avec leur argent, bien sûr, ils vont posséder de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Ils vont acheter des biens. Donc, à cette époque-là, le seul souci, ou bien il suffit juste de produire. Dès que l'entreprise produit, immédiatement, l'offre trouve sa demande dans le marché. D'accord? Donc, c'est ça la théorie, ou bien le concept de ce loi-là. Ça marche?
Maintenant, on va passer à la quatrième question qui dit quels sont les principes de base du courant classique? D'accord? Donc, parmi les principaux de base du courant classique, ou bien de la pensée économique, sont, premièrement, donc dans le courant classique, il y a plusieurs lois. On va citer quelques-unes, ou bien les plus importantes. Donc, première loi, ils disent que c'est la loi de laisser faire, c'est-à-dire laisser aller. C'est l'idée selon laquelle le marché est mieux, bien, est le mieux à même de déterminer les prix et les quantités à produire. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et la demande. Les entreprises ou bien dans l'économie, selon les classiques, il faut laisser les marchés libres. Il faut laisser le marché libre. Et c'est le marché, c'est la loi de l'offre et la demande qui va déterminer la quantité qu'il faut produire. Il ne faut pas que l'État intervienne dans l'économie. D'accord? Donc voilà. Deuxième loi, c'est, on va dire, c'est, c'est la main invisible. C'est une théorie, c'est-à-dire la main invisible. Là, l'idée, c'est selon laquelle le marché auto-régule pour atteindre un état d'équilibre. Donc l'idée selon laquelle le marché autorégule pour atteindre un état d'équilibre. C'est-à-dire que pour la main invisible, si chaque individu suive son intérêt particulier, ça va conduire à l'intérêt général du marché. Si chaque individu suive son intérêt personnel, au final, ça va conduire à l'intérêt général. D'accord? C'est ça le concept de la main invisible. C'est comme s'il y a un maquis invisible qui vient pour régulariser le marché. D'accord? Ça, c'est juste on va dire, une métaphore. Troisième loi, c'est la rationalité. Donc, l'idée selon laquelle les gens, ou bien les agents économiques agissent de manière rationnelle pour maximiser leurs utilités. Donc, la rationalité, donc, c'est un concept, ou bien vous allez le voir plus dans la microéconomie. Ils disent que les agents économiques, ils agissent d'une manière qui est rationnelle. Rationnelle, c'est-à-dire les agents économiques, ils essaient toujours de maximiser leurs bénéfices en minimisant leurs dépenses avec un minimum de budget. Ça, c'est ce qu'on appelle la rationalité. Ils agissent d'une manière qui est rationnelle. Le contraire de rationnel, c'est-à-dire quelque chose qui est irrationnel. C'est-à-dire, ou bien l'équivalent de rationnel, c'est-à-dire normal. D'accord? Quatrième loi, c'est l'économie neutre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les politiques économiques ne sont pas nécessaires pour améliorer les conditions économiques. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre des lois économiques, il faut laisser les marchés libres d'une manière qui est générale. Il faut que l'économie soit neutre. D'accord? Aussi, la grande idée de l'école classique, c'est le non-intervention de l'État. C'est-à-dire que ils disent que il faut bien qu'il y aura un libre échange entre les agents économiques dans le pays, les entreprises, les consommateurs, aussi entre les pays, et éliminer les frontières. Il ne faut pas qu'il y aura ce qu'on appelle des frontières entre les pays pour faciliter les exportations et les importations. Aussi, ils disent que le rôle de l'État doit juste se limiter au rôle du gendarme, comme le service de la police, le service de la justice uniquement. L'État ne doit pas intervenir, il doit juste assurer ses fonctions, la justice, la police et la gendarmerie. Voilà. Donc, c'est ça, on va dire, la réponse de cette quatrième question et cette dernière question dans cet examen-là. Donc, voilà, si vous voulez vous voulez d'autres questions d'examen, le résumé de l'introduction à l'économie, donc je vous laisserai le lien dans la description, vous cliquez, vous allez le trouver. Si vous voulez aussi que je vous accompagne pour améliorer votre niveau de français, pour arriver à parler français couramment, je vous laisserai le lien dans la description. Vous cliquez et vous allez le trouver pour me rejoindre. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.